Bonjour tout le monde, merci d'être venu déjà, vous êtes plus nombreux que ce que j'avais prévu, donc c'est cool. Aujourd'hui, on va parler du second brain. Je vais commencer par me présenter, chose dans l'ordre. Je m'appelle Samuel Lett, je suis développeur consultant. Ça fait un moment maintenant que je travaille avec Comtech. Je suis lead front à la Massif. Donc voilà, à côté du travail, je suis quelqu'un qui est passionné de tech, de dev, de productivité, de gaming. Plein de choses à côté aussi, entre autres. C'est mes principaux thèmes, on va dire. Pour moi, c'est important de pouvoir échanger et partager sur les sujets qui m'intéressent. La bière aussi, évidemment. Après le top, je pense. Aujourd'hui, on va parler du second brain. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est surchargé d'informations. On a des notifications partout sur notre téléphone. On a tous des boîtes mail qui sont éclatées au sol. On a des projets à gérer de partout. Si vous faites un métier de bureau, vous avez forcément des projets à gérer. Des personnes qui viennent vous voir un peu à n'importe quel moment de la journée pour vous demander un rappel sur un mail ou une information sur un truc qui vous sort complètement du sujet sur lequel vous êtes. Vous avez énormément d'informations à gérer. Le fait est qu'aujourd'hui, à cause de ça, on est quotidiennement fatigué mentalement, surcharge mentale. On rentre chez soi, généralement, on est lessivé de la journée de boulot. On a peu de temps pour soi et on a beaucoup de mal à succéder. C'est là où le second brain, c'est essentiel, c'est la problématique à laquelle il répond le plus. Et on va voir ce que c'est ensemble aujourd'hui. On va voir ce que c'est, évidemment. On va voir à quoi ça sert dans la vie quotidienne, comment on peut l'appliquer efficacement, les outils qui sont disponibles pour le faire, et vous faire un petit retour d'expérience sur comment moi je l'applique au quotidien, tout simplement. Notez évidemment que tout ça, je le tire de mon expérience personnelle, mais surtout des écrits de Thiago Forte. Thiago Forte, c'est le fondateur, c'est le concepteur du second brain, qui fait des cours en ligne. Il a écrit un bouquin sur le sujet. Il y a une chaîne YouTube qui est bien fournie aussi. Donc voilà, tout simplement bien possible. Je vous mets ça parce que on va parler du second brain. Ça peut paraître un peu théorique, un peu, c'est toujours le problème avec les sujets de productivité, c'est que c'est un peu, c'est assez peu palpable finalement. Donc, faut vous garder en tête tout le long du talk que ça va être un lieu où vous allez organiser votre vie, avoir toutes vos notes, tous vos projets, vos réflexions, et que globalement, vous pouvez les visualiser comme un logiciel de gestion de projet, un logiciel de prise de notes, ou même un cahier si vous êtes plus papier-crayon. En tout cas, ça va se concrétiser sur un support. C'est là où vous allez organiser toutes vos notes. Ça vous paraît un peu consistant déjà. Donc, le second brain, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie pour organiser sa vie digitale. C'est un peu la phrase qu'il y a sur le bouquin. On va dire numérique. Ça énerve certains. On va dire numérique parce que digital, c'est avec les doigts, tout ça. Bref. Et débloquer ce potentiel créatif. C'est un peu la ligne qui est vendue sur le bouquin. Résumé le second brain. Dans la productivité, on a plein de domaines, on a la gestion du temps, la gestion de projet, la gestion des notes, comme on va le voir, gestion de sa carrière, le life balancing, plein de choses, dont le PKM, le Personal Knowledge Management, la gestion personnelle des connaissances. C'est dans ce domaine-là que s'inscrit le second brain. Il est souvent apparenté à une méthode qui aujourd'hui n'est plus très utilisée grâce aux outils numériques, mais qui est la méthode Zettelkasten. C'est une méthode qui a été, je sais pas si elle a été initiée pour ça, mais en tout cas qui a beaucoup servi dans les sciences sociales pour s'organiser. L'idée de base, c'est d'avoir des notes le plus concises possible sur les bouts de papier. Les mecs avaient des armoires dans les pharmacies, des armoires énormes avec plein de petits tiroirs. Ils rangeaient toutes leurs notes dedans, ils faisaient des tiroirs par domaine et mettaient des petits index sur les notes. Bon, ça c'est ma note B127. Et quand ils avaient une nouvelle idée à propos d'un sujet, ils prenaient une note et disaient bon bah voilà, ça c'est la suite de l'idée B127 en rapport à tel domaine, etc. Ça leur permettait de visualiser leurs notes sur un grand réseau et de faire des liens entre les notes, entre les sujets. Donc ça s'apparente un peu ça. L'idée c'est d'avoir des notes qui sont reliées entre elles et de pouvoir suivre les projets facilement. Encore récemment, c'était utilisé beaucoup dans la librairie aussi, dans les bibliothèques pour catégoriser les livres. Voilà. Donc ça sert essentiellement à construire sa base de connaissances personnelles, c'est l'essence même du PKM. Suivre ses projets efficacement, ça c'est plus important. Aujourd'hui, on a énormément de cas où on démarre des projets dans un coin à partir de notes qu'on a en vrac, les projets on les termine jamais. L'idée c'est de pouvoir suivre ses projets efficacement et de les finir un jour. Alléger sa charge mentale, moi c'est ça le principal des défis du second brain, pouvoir souffler,
pas avoir une espèce de brouillard mental avec toutes les informations qu'on a à gérer, de savoir où est-ce qu'on peut aller chercher chacune de nos informations dans notre second brain. Et enfin, développer ses idées facilement. Forcément, en vivant dans ce contexte-là, on revient beaucoup sur la surcharge d'informations et la charge mentale, c'est l'essence même du second brain. Très utile pour la gestion de projet. C'est là où j'ai eu son principal bénéfice. Je suis quelqu'un d'assez créatif dans le sens où je pars vite en cacahuète. Quand j'ai une idée à propos de quelque chose, je vais aller chercher des ressources un peu partout. Je vais m'inspirer de la moitié de l'Internet et je vais récupérer tout ce qu'il faut. J'aurai 150 favoris sur un sujet, 3 tableaux Pinterest et des notes de partout. Ce qui fait que quand je veux attaquer le projet en question, je me dis, c'est bien, mais je pense pas où. Elle est où la poulette? Ça symbolise bien ce truc-là. Et grâce au second brain, quand je démarre un projet, tout est rangé. J'ai déjà fait le tri dans mes notes. Du coup, je sais par où j'attaque, je sais comment m'organiser pour ce projet. Donc, le second brain, il a une structure, évidemment. Cette structure, c'est le para. Le para, ça se découpe en 4 grosses parties. La première, ça va être les projets. La deuxième, les areas. Les areas, c'est un peu les domaines. Le troisième, c'est les ressources. Ça permet les transparents. Et quatrième, les archives. Là aussi, c'est transparent. On va passer sur chacune des parties. Je vais expliquer à quoi elles correspondent. Ça va vous servir. La première, c'est un projet. Un projet, ça a un début et une fin. C'est la règle d'un projet. Quand vous démarrez un projet, vous savez quand est-ce qu'il va terminer. Ça peut être soit une deadline. Dans l'idéal, c'est une deadline. Ou au moins une action de fin, quelque chose qui concrétise votre projet. Vous dites, c'est bon, mon projet, il est abouti. Parce que quand vous commencez, en fait, quand on commence un projet qui n'est pas défini, il va jamais se terminer. C'est comme ça, c'est factuel. Un projet, ça peut être, voilà, comme j'ai eu quelques exemples, faire un article sur son mobile, acheter un bateau, réparer une voiture, réparer la voiture, ou préparer la rentrée des enfants, c'est des choses qu'il faut faire. Pour prendre des notes un peu partout, d'avoir des ressources, et qui ont une fin bien définie. La deuxième qui est un peu plus floue, qui est un peu plus difficile à visualiser, c'est les areas, les domaines. Ça couvre un centre d'intérêt ou une responsabilité. Ça va être plutôt de l'engagement à long terme. C'est un peu la manière la plus populaire d'organiser ses notes actuellement. Aujourd'hui, quand on se dit, vas-y, je vais organiser un peu mes notes, on va faire des dossiers par domaine, qui ont un dossier pro, un dossier perso, un dossier finance, peu importe. Et souvent, on met nos notes en vrac de tout dedans et on se retrouve avec des notes, des dossiers colossaux. L'idée, c'est d'avoir ce truc-là, mais de manière un peu plus concise, un peu plus organisée. On va faire des dossiers par centre d'intérêt, par responsabilité. J'en ai mis quelques exemples encore, que ce soit un peu plus parlant. Toutes les notes dans votre second brain, domaine, vont être reliées entre elles. Ce terme, il va revenir après, mais c'est le backlinking. Backlinking, c'est le lien entre une note et une autre. Si on prend une note d'un festival de musique, admettons, dites, OK, je vais faire mon programme pour ce festival de musique. Il va y avoir, dans ma note, je vais dire, il va y avoir tel artiste, tel artiste, tel artiste. Si j'ai fait une note sur un artiste en question, je vais pouvoir cliquer sur le nom de l'artiste et retrouver ma note qui parle de cet artiste. Ça, c'est du backlinking. Ensuite, les ressources. Les ressources, là, c'est vraiment l'aspect base de données tableau. C'est des listes, globalement. Ça peut être différent, mais le format de base, c'est des listes des tableaux. On va lister toutes nos ressources qui pourront servir dans différents domaines ou à différents projets. L'idée, c'est que c'est des ressources dans lesquelles on peut piocher les choses. Pour les devs, ça va vous parler quand je parle de code snippet, c'est des morceaux de code. Souvent des morceaux de code qu'on va utiliser dans différents projets en fonction de la techno. L'idée, c'est de pouvoir les piocher dedans à volonté, sans que ce soit lié à un projet en spécifique ou un domaine en spécifique. Ça peut être également des listes de lecture à faire, des films, des jeux, peu importe. En tout cas, c'est des choses que vous gardez en dehors de vos domaines, qui peuvent croiser plusieurs domaines et qui sont là à portée de main. Et enfin, les archives. Très important, les archives. Quand on a fini un projet, plus besoin d'une note dans le second brain, on la supprime pas, on l'archive. C'est très différent. Quand on supprime quelque chose, on a pu faire une archive, on la met dans un dossier dédié archive. Si un jour, sur un nouveau projet, vous avez besoin de vous inspirer de quelque chose que vous avez déjà fait, vous pouvez chercher dans votre second brain, vous allez retrouver le projet en question ou la note en question dans votre archive. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt de l'archive. On peut prendre des choses dans l'archive et les remettre dans les projets. On peut juste chercher dedans. En tout cas, c'est pas supprimé, c'est important. Voilà. Si on résume le para, un projet, il y a un début et une fin. Essentiel.
Un projet vient souvent d'un domaine, donc d'une area. Les ressources, c'est les banques de données dans lesquelles on peut piocher pour les areas et les projets. Et l'archive, elle sert à pouvoir retrouver du contenu qui est clos, des projets terminés ou des sources d'informations qui sont mis de côté. J'ai une petite infographie qui a été faite par Maggie Appleton. Et Appleton, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le visual thinking, dans le fait de mettre visuellement de la prise de notes du contenu. Elle fait du contenu hyper intéressant. Elle a fait, en gros, elle a suivi un cours de Thiago Forte en ligne sur le Second Brain. Elle a tiré une infographie d'une 30aine de pages, celle-ci évidemment, hyper clair pour comprendre bien visuellement ce que c'est le Second Brain. Si vous n'avez pas envie de vous taper le bouquin, parce que le bouquin est en anglais, vous n'avez pas envie de souscrire un cours en ligne qui est relativement cher, pour avoir un résumé en infographie comme ça qui est assez intéressant. Elle déborde un petit peu sur ce qu'il y a dans le bouquin, dans le sens où dans le cours en ligne, il y a plus de montées. Dans son infographie, elle a mis des ressources qui sont pas dans le livre à l'origine. C'est super intéressant. Vous avez vu, t'avais shooté ce qu'elle a fait. Très inspirant, très créative. Maintenant, on va parler du système code. C'est pas un acronyme pour renseigner les développeurs. C'est l'acronyme qu'il y a dans le bouquin. Le code, ça va être le cycle de vie de votre note. Quand vous allez prendre une note ou vous inspirer de quelque chose, ça va passer par le système code. Capture, organize, distill, express. Capturer, organiser, distiller, récupérer l'essentiel, et express, exprimer. Pareil, on va parcourir chacun des points. C'est le cycle de vie de votre note. Donc, la première étape, ça va être la capture. Vous allez capturer une note. L'image de la Pokéball, elle marche bien, parce que quand vous avez une source d'inspiration, une idée qui vous vient, vous allez essayer de la capturer le plus vite possible, la sauvegarder le plus vite possible. Donc là, on retrouve bien la notion de charge mentale, dans le sens où on a tous été au volant avec une idée de génie dans le cerveau, et au moment où on arrive chez nous, après 2 heures de route, on descend de la voiture, il n'y a plus rien, on a tout perdu. L'idée, c'est de pouvoir sauvegarder le plus vite cette note-là, et de pas la brainstormer, dans le sens où on ne rumine pas pendant 1 heure sur une note, non, on la sauvegarde d'abord, et ensuite, on pourra s'en occuper à tête reposée. Capturer une idée, prendre une note. On a une multitude d'outils à disposition. On a les papiers crayons à l'ancienne, tout simplement. Les applications de notes, comme on a maintenant sur le téléphone nativement, plus simple. On peut s'enregistrer. J'ai ce truc-là, j'ai beaucoup d'idées quand je conduis. Je conduis énormément dans ma vie. Quand je suis au volant, généralement, je prends OK Google, enregistre-moi ça, je t'envoie une note, et puis je lui dis l'idée que j'ai en tête. C'est pratique quand je retrouve à la maison parce que j'ai 3h30 d'enregistrement audio à faire. Et je fais un podcast limite. La photo aussi, si vous êtes quelqu'un de visuel ou dans un domaine comme la pub ou quoi, ça peut arriver d'avoir une inspi dans la rue ou un street art, je fais, peu importe, pour la prendre en photo pour la capturer. La capture d'écran, ça marche très bien aussi. C'est une chose que vous avez visuelle sur Internet. Et les favoris, méfiez-vous des favoris. C'est dangereux, tu sur ce point-là. Les favoris, c'est bien, on a plein, tous quand on voit un article qui nous intéresse, on va le mettre en favori, on va le garder de côté, sauf qu'il sera jamais relu. Ou alors, peut-être que l'article va disparaître un jour, peu importe. Moi, ce que je conseille quand vous avez un article qui vous intéresse, si l'article est concis, copiez-coller le texte, vous mettez en votre note. Si l'article est grand, bah, vous cherchez la partie qui vraiment vous intéresse, le paragraphe, et vous le copiez dans votre note. Ça vous éviterait de dire, ah, putain, j'ai pas le temps de regarder l'article là, je m'en occuperai plus tard. Donc, jamais le ressortir de vos favoris. Je conseille. Deuxième étape, code, l'organize. L'organize, c'est très simple. On a capturé notre note sur notre application de notes, sur clavier, notre carnet, sur notre à l'audio, en photo, peu importe, c'est cool. Maintenant, on va le mettre dans notre second brain. Parce que là, on fait rentrer vraiment notre idée, notre inspiration dans notre base de données, dans notre base de connaissances personnelles. On va se poser la question de savoir à quoi elle peut servir cette note. Est-ce qu'elle va être utile à un projet? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose dans un domaine de ma vie? Est-ce qu'elle peut m'être utile plus tard en tant que ressource? Est-ce que c'est quelque chose que je vais me poser? Si vous pouvez pas répondre oui à une de ces questions, ça sert à rien de garder cette note. Vous avez pris une note parce que, ok, vous avez fait avoir partie marketing, ou c'était flashy, c'était cool et super. En fait, ça sert à rien. Pas besoin de note. L'organisation, elle se range très bien dans une routine d'organisation. Ce qui est recommandé dans le bouquin, et c'est ce que je recommande aussi. C'est que vous prenez un temps, soit tous les soirs, soit toutes les semaines, soit tous les mois, peu importe. Comme ça vous arrange dans votre quotidien, mais prenez un temps où vous allez vous dire, OK, je prends les trucs dans mon appli de notes, ce que je garde de côté, je vais le mettre dans mon second brain au calme. C'est très bien si vous faites ça régulièrement. Ensuite, distiller. L'étape de distiller est essentielle, parce qu'elle permet de récupérer que l'essence de votre idée.
très inspiré et qu'on va prendre des notes, on a tendance à mettre des longues phrases, mettre des trucs, mettre un tas d'idées dans la note. Et puis au final, quand on va devoir attaquer le projet, pour ressortir tout l'essentiel de ce qu'on a pris en note, c'est très compliqué. Moi, cette étape-là, je la fais en même temps que j'organise. Chacun le gère comme il veut. L'idée, c'est de pouvoir, on consulte une note, voir de tout de suite de quoi elle parle et la valeur qui est derrière cette note. Il y a plusieurs méthodes pour sortir la valeur d'une note. Le plus simple, c'est de faire du highlight. Il y a de la mise en gras ou souligner le contenu dans le texte. Si vous faites de la prise de note dans un outil qui prend le markdown ou qui prend la mise en forme de texte, c'est quand même plus pratique. Et quand vous avez des notes qui sont un peu trop grandes, vous voyez que ça parle de plusieurs sujets qui se croisent, pas hésiter à découper les notes et utiliser, quand on voit le backlinking, relier l'œuvre, ça permettra de visualiser plus facilement l'idée globale qui ressort de ce que vous avez pris. Et enfin, l'Express. Un biais aujourd'hui quand on prend des notes et qu'on s'inspire des choses, c'est que c'est pas où on va. C'est très bien de définir un objectif à un projet quand vous l'attaquez. Ça vous permet de concrétiser vraiment vos idées et ce pourquoi vous prenez des notes. Vous ne prenez jamais des notes pour rien dans la vie. Les notes, c'est qu'on a prévu d'en faire quelque chose derrière, normalement. Surtout si vous avez posé les bonnes questions quand vous avez passé l'étape organize. Donc, l'idée derrière, c'est de faire un projet. Projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être publier un article, partager sur les réseaux sociaux. Si vous faites du développement, vous voyez ce projet en production. En partager autour de soi, c'est très bien. C'est un moyen d'expression comme un autre. Les gens qui font de l'open source, ils sont pas obligés de déployer un projet pour express leur projet. C'est bien juste ouvrir le repo, envoyer un message à quelqu'un et dire, ah, regarde ce que j'ai fait. J'ai imprimé quelque chose. Et utiliser le résultat de votre projet. C'est très bien aussi si vous faites un projet perso, de domotique ou peu importe. Le fait d'arriver à quelque chose et donc sortir de la valeur pour vous personnellement, c'est l'expression d'un projet. J'ai un sens. Résumé de code. Donc là, c'est pas Maggie Appleton. Je me suis fait un kiff. Je me suis dit, je vais faire une sketchnote. Parce qu'on a joué le jug récemment, et puis il y avait des talks sur les visual thinking, sur le fait de faire des sketchnotes. Inspiré, je me suis dit, c'est la partie. Ça semble à rien, mais bref. Et c'était pas à dire que ça m'aide. Donc, le code, c'est le cycle de vie d'une note. Ça s'intègre très bien dans une routine. Et ça évite de polluer notre seconde brain, parce que comme je le disais, le fait de trouver ces notes sans avoir de process, ça va juste ramener à ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire surcharger d'informations, sauf qu'on surchargerait soi-même d'informations. Ça sert à rien. Voilà. On va parler des outils, parce que c'est bien beau les méthodes, les process et tout, mais je vous demandais peut-être à quoi ça va ressembler à la fin. Les outils, il y en a plein. Le meilleur pour commencer, c'est Notion. C'est le plus populaire, le plus facile à prendre en main, le plus répandu. C'est cross-platform, il y a une version web. C'est synchro entre les devices. Vous prenez une note sur votre téléphone, vous allez la retrouver sur la version web ou sur votre appli Windows ou macOS. Il y a plein de templates. Si vous savez pas trop comment attaquer Second Braille, il y a plein de templates qui proposent des mises en forme différentes. Ça prend le Markdown. Le Markdown, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est un truc, un format un langage syntaxique. C'est un langage syntaxique qui permet de faire de la mise en forme facilement en mettant un dièse devant votre texte à mettre en titre, vous mettez deux dièses à mettre un peu plus petit, etc., du grave, etc. Ça permet de faire de la mise en forme facilement et c'est utilisé dans beaucoup de logiciels de prise de notes et de gestion de projet. Notion, il permet d'exporter aussi tout un espace Notion. Notion qui fonctionne en espace, ensuite trier comme vous voulez. Vous pouvez exporter un espace. J'ai mis même sur Renommage Boulot parce qu'en fait, Notion, c'est bien, vous pouvez commencer à faire votre Braille sur Notion et vous dire, pire, si plus tard je veux changer d'outil, j'aurais juste à l'exporter. Moi, quand je l'ai exporté, il m'a mis plein de préfixes de hash pourri, plein de lettres avant le nom du dossier et le nom du fichier. Je fais ça pour éviter que les fichiers s'écrasent les uns les autres. Sauf que du coup, c'est assez imbitable quand on exporte, il faut tout renommer. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, parce que ça fait quelques années que j'ai fait ça, mais quand même. Le backlinking est moyen. Notion, il est bien dans la hiérarchie montante, enfin descendante. Et faire des références les uns aux autres, ça marche, mais c'est pas idéal. C'est pas fait pour à la base.
Et ça, c'est encore une fois à l'époque où j'utilisais, j'avais besoin de la connexion 90% du temps. Chaque fois que je voulais utiliser offline, ça a changé à l'infini. Pas de réponse, donc c'est censé marcher offline, mais à l'époque où j'utilisais, ça marchait pas. Aujourd'hui, on est connecté à Internet partout, donc c'est pas forcément un problème, mais je mets quand même, parce que pour moi, je trouve ça important. Ça, c'était pour le chat. Il y en a un deuxième, très populaire et que j'utilise maintenant, qui s'appelle Obsidian. Obsidian, il est un peu moins abordable, un peu plus techos. Il est cross-plateforme. Vous avez de l'appli mobile, vous avez les clients Mac, Linux, Windows. Il n'y a pas de version web. Il est synchronisé, en vrai, il est synchronisable plutôt. Différents moyens de le synchroniser. J'en parlais tout à l'heure avec Maxime qui me disait que lui, il avait synchronisé via un NAS ou allez, vous pouvez faire l'équivalent avec Google Drive, synchroniser juste un dossier qui va vous synchroniser entre vos appareils. Moi, je l'ai fait via un plugin et un S3. C'est un moyen technique de le faire, parce que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Il y a énormément de plugins pour avoir une vue planning, pour avoir une daily note, faire du Kanban, faire de la prise de notes. Je prends note aussi sur ma tablette. C'est là où je fais des sketch notes. Il y a un plugin pour ça aussi. Le stockage est local. Je sais que pour moi, la propriété des données, c'est quelque chose qui était important pour moi. Style, alors qu'il stocke sur un S3. La propriété des données, pour moi, c'était important. J'avais besoin de pouvoir avoir mes données sous le coude localement sur mes devices. Et du coup, Obsidian permet de faire ça, là où Notion, bah, c'est sur les serveurs de Notion. Point. Là, c'est plutôt sur vos devices, synchronisé entre vos devices. C'est jamais sur les serveurs Obsidian. Moi, ça, c'est important. Le backlink avancé, du sens où Obsidian, il a été conçu pour ça à la base. L'idée de base du concepteur Obsidian, c'était de pouvoir vraiment faire cette, on voit bien sur l'illustration, pouvoir faire ces réseaux de notes. Là, on a une idée centrale qui concerne plein d'idées annexes qui sont reliées entre elles. Alors là, ça fait vachement en étoile. L'idée, c'est qu'elles puissent aussi se rejoindre les unes aux autres sans ordre précis, sans hiérarchie précise. Il est très bien designé pour ça, tout la vue graphique. Pour les gens qui ont beaucoup de ressources en PDF, s'il y en a en compte, c'est prévu dans la roadmap de pouvoir faire de la notation et de la gestion de la notation sur les PDF. C'est très bien aussi pour faire la recherche. Et le offline, évidemment, puisque le stockage est en local. Pas de problème avec l'offline. Voilà. Un truc que j'aime beaucoup sur Obsidian, qui est arrivé assez récemment, c'est la prise de notes en canvas, comme ça. Je vais dire un exemple tiré de notes que j'ai mis sur le talk. Vous pouvez juste, vous avez un espèce de tableau blanc. Tout simplement, vous prenez, vous mettez vos petites cartes avec, dedans, vous pouvez taper en marquant, la mise en forme, vous pouvez mettre des images, des liens, si vous voulez, les PDF, et les relier entre eux pour relier les idées, etc. Vous pouvez colorer les cartes, vous pouvez les regrouper entre elles, je sais pas, sur l'image, vous pouvez les regrouper entre elles, leur mettre un nom et des couleurs. C'est très visuel. Bon, j'adore ça, je suis très fan du visual setting, donc moi, c'était important de voir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, bah, c'est bon, je ne vais pas changer d'outil, c'est ça que vous êtes. Si vous êtes très visuel, c'est pratique pour ça. Je pense que j'ai fait le tour Obsidian. Il faut retenir, pour moi, l'essentiel sur Online, c'est que chacun a son Online. Moi, je fais tout sur Obsidian. Il y en a qui utilisent plusieurs outils à la fois. Thiago Forte, dans son bouquin, il explique que lui, il a un second brain par contexte. Il a son second brain au boulot, ou là, sur son PC de boulot, il a son para, avec que ses trucs de boulot. Chez lui, sur son PC perso, il a son para, avec que ses trucs perso. Et que, voilà, il a deux boîtes. C'est un entrepreneur, il a plusieurs boîtes, et que dans chaque boîte, chaque fois, il a son para pour j'ai dédié à ces trucs-là. Moi, j'aime bien avoir tout au même endroit. Si c'est un peu plus bordélique, j'aime bien avoir tout au même endroit. J'ai tout dans Obsidian. Mais vous pouvez très bien faire votre online sur Apple Notes, sur votre petite prise de notes directement. Je conseille juste de séparer la capture du second brain en même, parce que c'est là où vous allez faire l'erreur de tout mettre directement dans le second brain et de perdre la qualité de vos notes. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même Pinterest, moteur natif de votre PC si vous voulez faire en texte simple. Sur Cahier, si vous arrivez à vous organiser sur un cahier avec un crayon, c'est très bien. Un bullet journal, c'est une sorte de second brain. Donc voilà. Faut pas vous fier à ce que vous voyez sur Internet ou à l'expérience de chacun. C'est vraiment quelque chose de très personnel, qui met longtemps à évoluer aussi. J'ai des mois, moins un an ou deux à faire mon second brain comme je fais actuellement. C'est quelque chose qui se cultive beaucoup, qui est parfois fatigant, mais c'est toujours, on apprend toujours. En fait, le premier second brain, il est toujours un peu bordélique. Ensuite, on fait évoluer et c'est là que on prend toute la valeur.
Donc, mon second brain à moi, il est assez simple finalement. J'ai un process tout simple qui est que je capture soit sur Google Keep sur mon téléphone quand j'ai une idée que j'ai la possibilité de le faire. Par vocal aussi, je peux mettre comme des micros, donc par vocal quand je suis au volant. Sinon, quand je suis en réunion ou que je peux pas, quand vous êtes en réunion au boulot et que vous sortez le téléphone, ça ne faut pas trop. Là, plutôt, j'ai mon carnet de notes. Et quand je veux faire du visual thinking ou que je veux faire de la prise de notes, généralement, j'utilise Scalidro, soit sur le PC, soit sur la tablette. Scalidro, je le recommande. C'est un tableau blanc numérique incroyable. Vous pouvez faire c'est un tableau blanc collaboratif. Vous pouvez faire de la prise de notes visuelle, des schémas, plein de choses. J'utilise beaucoup ça quand je fais les ateliers avec les devs pour leur montrer les concepts, etc. C'est très pratique et c'est collaboratif, donc c'est gratuit. C'est un bon outil. Voilà. Tous les soirs, je prends un petit quart d'heure, je me pose devant mon second brain, je regarde ce que j'ai fait dans la journée et je file au maximum mon inbox, ma boîte où je capture mes notes. J'essaie de vider au maximum mon Google Keep. Je prends en note, je mets dans mon second brain ce que j'avais dans mon carnet. Une fois que c'est pris en note, je déchire la feuille, je l'achète à la poubelle. C'est toujours la dans mon second brain. Et pareil pour Excel Hydro, je regarde ce que j'ai mis du visuel devant, je prends en note dans l'Obsidian, soit je fais une capture d'écran, soit je fais un récap dans mon second brain sur l'Obsidian. Ensuite, je suis tous mes fichiers d'origine. Voilà. L'idée, c'est de faire le tri. Si j'ai une note que je mets trop de temps à réfléchir où est-ce qu'elle doit finir, c'est que finalement, c'est pas essentiel, c'est la bien. Du coup, je me retrouve avec mon second brain qui est tout propre. C'est beaucoup plus facile, en fait, pour attaquer ces projets. Les petits conseils, les astuces. Il faut pas vous conformer au fondement du second brain. Moi, je suis quelqu'un d'assez rigide quand j'attaque un domaine. C'est que j'ai un peu le problème de considérer que si quelque chose a été inventé par quelqu'un, eh ben, faut le respecter religieusement. Parce que c'est pas le cas. Thiago Forte, c'est un entrepreneur formidable. Il a fait une méthodologie formidable au travers du second brain. C'est pas pour autant que tout ce qu'il dit, c'est une outil qu'il faut respecter absolument. N'hésitez pas à déborder complètement, à vous dire, bah non, bah moi, j'ai pas envie de distiller mes notes, j'ai envie qu'elles soient orales dans un outil, c'est bien. C'est très personnel, le second brain. Faites au mieux. Le seul conseil que je peux vous donner, qui, moi, le plus important, c'est que vous soyez attentif à la surcharge. C'est la principale problématique à laquelle le second brain répond. Si vous n'êtes pas attentif, vous passez un petit peu à côté du principe du second brain. Quand vous sentez que quelque chose vous fatigue mentalement, c'est que le problème est là. C'est de trouver une solution au problème là. Puis les outils du second brain, c'est votre solution. Sinon, il y a plein d'autres solutions pour la méthodologie. Amusez-vous. Second brain, c'est un espace mental aisant. C'est un espace où vous aimez bien vous aimez bien retrouver vos projets, vos notes bien rangées, dans lequel vous vous sentez à l'aise. C'est pas censé être un foutoir de tout ce que vous avez à faire pour finir votre itération de boulot ou je ne sais quoi. C'est un espace c'est votre récréation mentale. Voilà. Faites-vous plaisir. Quelques refs. Quelques refs, oui, quelques refs. Ali Abdal. Ali Abdal, c'est un entrepreneur, sa chaîne YouTube, une chaîne YouTube. C'est un entrepreneur incroyable. C'est un docteur qui a monté une boîte à côté de Com, je crois. Il est très créatif. Il a fait plein de vidéos sur comment lui, il a monté son second drive, comment il s'organise dans sa vie quotidienne, comment il gère sa boîte, etc. Il parle beaucoup de productivité. C'est un esprit très créatif et il est fascinant, très inspirant. Je t'invite à regarder sa chaîne. Il fait beaucoup de références aux travaux de Thiago Forte, justement. Thiago Forte, c'est le fondateur du second brain. Là aussi, lui, il donne plein de refs. Évidemment, la moitié de ses vidéos, c'est pour faire de la pub à ses bouquins, parce que c'est logique, c'est son projet. Mais il explique aussi comment lui, il l'applique dans son quotidien. Même si, bizarrement, ça peut être le fondateur du second brain, donc je suis pas très fan de sa façon de mettre en place sa méthodologie, mais il a une chaîne YouTube où il a beaucoup de contenu. Maggie Appleton, j'en ai parlé rapidement, un esprit très créatif. Elle est impressionnante. Elle fait bon, moins belles que les miennes, mais elle fait des belles sketch notes quand même. Voilà. Et puis, bien sûr, je vous invite à acheter le bouquin, à le lire si vous pouvez lire en anglais, si vous avez la facilité de lire en anglais. Il doit être à 15 euros. Il y a moins de 20 euros sur Amazon. Voilà, c'est quand même la meilleure base pour avoir une idée globale de ce qu'est le second brain. Si vous avez des problématiques de productivité, d'organisation dans votre vie, prenez le temps de lire ce bouquin, ça vous aidera. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. J'ai un blog, j'ai un peu de mal à alimenter parce que je n'ai pas trop de temps en ce moment, mais je vais quand même aller le voir.
me retrouverai au DevFest 19. Je fais ce talk-là en format un peu plus court. Différent, je vais travailler la série et tout ça, et voilà, je suis au DevFest le 19. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je trouve que les questions qui viennent avec Pierre. Bon, je vous aide. N'hésitez pas à finir par je ne sais pas si ma question est claire. Si personne n'a de questions, c'est pas fini. Ouais. Vas-y, Alex. Attends, il est micro, je crois. Je vais enlever par Sophie. C'est moi qui l'ai. Ah, c'est bloqué là. Ouais, ça, c'est. Tout à l'heure, donc sur le Sahara, ça, bon, je peux revenir. Tu avais la notion d'archive, mais dans la théorie du coup du second break, je me posais la question si tu dois quand même garder la notion de backlink quand tu quand tu mets tes projets dans les archives. Dans l'idéal, oui. C'est pour dire que j'ai clôturé un projet, du coup, la partie archive. C'est ça. Mais elle peut quand même te servir toujours, du coup, le projet. En ressources, etc. Donc, tu dois quand même le conserver. Ouais. En fait, souvent, c'est vraiment que les projets souvent que tu vas mettre dans les archives. Éventuellement, s'il y a des ressources, tu n'es pas obligé d'être déplacé, en fait. Tu peux les avoir copié-collé. Tu peux très bien prendre ton projet et répartir les trucs dans tes domaines et tes ressources si tu estimes que c'est des choses qui vont te servir bientôt. Et si tu en doutes, tu mets dans les archives. Si ton logiciel de prise de notes gère le backlinking, il va refaire les liens automatiquement. Le jour où tu en as besoin, il va retrouver l'arborescence, il va retrouver dans l'archive le backlink qu'il te faut. Ça ne met pas en bière. Ouais. Fabrice, il avait une question, je crois. Ouais. Et je sais pas comment tu gères ta dépendance. Ça veut dire que le principe sur une donne, c'est une donne qui décharge beaucoup de choses. Ouais. Et comme ça doit potentiellement, tu la maîtrises. Donc, tu fais pour garder cette maîtrise-là, ce qui fait que quand tu passes une note, par exemple, bien, quand tu fais pour pas perdre des choses, tout est dans l'un. Dans Notion, j'utilise l'export. L'export, il se fait en Markdown. C'est là où le Markdown est intéressant, c'est que c'est un langage toxique qui est répandu. Et dans ce genre d'outils, c'est le même. C'est toujours pris en compte. Quand j'ai fait l'export Notion, j'ai rien perdu. Il m'a gardé la même arborescence. Je fais un peu de renommage parce que l'export Notion est un peu bancal, mais il a gardé la structure, il a gardé les liens entre les notes, le renommage. Et ensuite, dans Obsidian, quand j'ai renommé les choses, si je renomme une note, il va aller dans toutes les notes qui sont liées et il va renommer le backlink en question pour éviter que je perde les relations entre les notes. Ça, je pense que ça répond un petit peu à la question. La dépendance que j'ai aujourd'hui avec Obsidian, à laquelle je ne peux pas répondre, c'est la pub Canvas, par exemple. Je remets donne visuellement. Et là, il n'y a que cet outil-là que je prends en compte. Le jour où Obsidian, je peux plus l'utiliser ou que je veux changer d'outil, ces notes-là, je vais devoir les transformer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir les réutiliser. Oui, d'une certaine manière, c'est. Quelle autre question? Du coup, j'ai plus une question au niveau de ce que tu appelles l'inbox. Donc, ça va être là où tu vas avoir les tâches qui vont arriver. Ouais. Bah, c'est plus comment tu organises les tâches entre les différents projets. Est-ce que tu les associes à chaque projet? Est-ce que tu as un endroit où tu regroupes toutes les tâches avec tout projet confondu et tu essayes de les prioriser à cet endroit-là? Et justement, derrière, quel outil tu utilises pour faire ça? Alors, les tâches, c'est des notes. Je mets tout dans l'inbox. Et ensuite, tous les soirs, je prends ce qu'il y a dans l'inbox et j'essaie de voir, je passe sur les projets. Si ça sert à un projet, je vais le mettre dedans. Et sinon, si ça sert à un domaine, je le mets dedans. J'hiérarchise comme ça. Je passe d'abord les projets, ensuite les domaines, ensuite les ressources. Si ça sert à aucun des trois, je supprime la tâche, je passe pas par l'archive parce qu'elle passera. Je sais pas si ça répond à ta question, mais En partie, mais du coup, c'est que ce soit la priorisation et de dire, je fais d'abord cette tâche de tel projet et après telle tâche de tel autre projet.
Alors, l'idée, c'est pas de faire les tâches, c'est juste répartir, c'est juste ranger les notes. Parce que là, ce que tu appelles une tâche, c'est une note. Pas forcément une tâche. Mais, à côté de mon second brain, en fait, le second brain, il sert à s'organiser, à organiser sa note. À côté de mon second brain, par exemple, j'utilise Google Task pour les tâches. La liste de tâches dans les projets, bah, j'ai une checklist. C'est pas forcément un outil pour gérer ces tâches, mais plutôt ces notes, vraiment. Côté, tu peux utiliser un outil de gestion de tâches, comme Google Task ou Trello, peu importe. Là, on répondra peut-être plus aux besoins de résolution de tâches. Ranger, si tu as une nouvelle tâche ou une nouvelle note qui rentre dans ton inbox, c'est-à-dire que c'est une idée, une inspiration, une note, besoin de ranger dans un projet. Ok, ça a répondu à ma question. Salut Sam. Soit, Merci pour ton talk, là c'est cool. Moi je suis une personne de très bordélique en fait. J'aime à croire que je range les choses, mais finalement pas du tout. J'ai des familles, j'ai peu de temps. Finalement, quel est le meilleur conseil que tu pourrais me donner pour passer justement à cette méthode de second brain, sachant qu'encore une fois, j'ai peu de temps devant moi et je pense toujours à faire autre chose, tout simplement. Voilà, je pense que ma question est oui, la question est très claire. La première chose que tu peux ne pas faire, c'est reprendre tes notes. Tu peux considérer que toutes tes notes, c'est de la poubelle. C'est ton archive. Par exemple, tu peux renommer là où tu mets toutes tes notes actuellement. Tu peux renommer ce dossier archive. Puis mettre tes 3 autres dossiers de ton para à côté. La prochaine fois que tu as une idée, ben, plutôt que de la mettre avec tes autres notes, tu fais le process code. Tu fais le charge. À partir du moment où tu t'imposes une rigueur dans les notes qui arrivent et que tu gardes en tête dans les idéologies, tu vas automatiquement après, tu vas prendre une routine où là, tu vas plus gaspiller ton temps à prendre des notes en vrac, tu vas déjà les ranger de notes. L'erreur qu'on fait quand on passe sur second brain à partir de ces anciennes notes, c'est de vouloir organiser son bordel. Alors qu'en fait, il faut juste considérer que son bordel, il n'est pas organisé, que c'est tout, c'est en fait. C'est un de se fatiguer mentalement à essayer de ranger sa chambre. On va juste tout mettre sous le tapis. Et ensuite, on considère que c'est propre. Je pense que c'était une bonne réponse. J'essaie de m'y mettre. Je sais pas si ça t'aide, Mais j'essaierai, je te dirai. Parce qu'à on va en parler. en l'occurrence, j'en ai beaucoup. Merci beaucoup. Une question derrière. Ah, oui, merci, ça va, Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question à propos de toi. Bien, ça t'a pris de passer de la rigueur à l'automatisme, si c'est de l'automatisme. Des mois, je dirais. Au moins plusieurs mois. Avec des passages en temps de scie. On a tous des moments de notre vie où on a plus de temps libre sur une période de l'année que d'autres moments. Du coup, il y a eu des périodes où j'étais en relâchement. Le para bien rangé, bah, j'ai un dossier Quick Note qui s'appelait, par exemple, pire erreur par un dossier Quick Note. On ne le fait pas. Là, bah, du coup, c'est juste le bordel dans Quick Note et c'est jamais rangé. À la rigueur, un dossier inbox, c'est bien pour ranger ses notes, mais il faut qu'il soit, l'objectif, c'est qu'il soit le plus vite possible. C'est un peu comme la mode du zéro inbox dans sa boîte mail. Parce que ici, il faut absolument pas que j'ai de mail dans ma mail. Je suis très religieux là-dessus, donc il n'y a rien dans ma boîte mail. Il faut un peu avoir la même rigueur dans ce second brain. Et c'est de l'habitude à prendre. Il n'y a pas de solution magique. Hein. C'est une méthodologie, ça permet d'avoir des rails sur lesquels se faire glisser, mais faut faire attention à pas dérailler. Ça. Si. De mon côté, c'est plus sur la valorisation de ces notes. Est-ce que tu les partages et comment tu fais pour les partager? Alors, je ne partage jamais mes notes. Ça, c'est le résultat de mes projets. Moi, le second brain, il est très personnel. C'est une vision, c'est ma vision personnelle. Le second brain est très personnel. Les notes que je prends ne regardent que moi. C'est mon interprétation de ce que je suis en train de faire. Donc, mon projet, je vais le partager, l'exprimer autour de moi. Je ne vais pas partager les notes. Concernant la partie style, moi, je considère qu'une note, elle est synthétique quand elle fait 5-6 phrases maximum. Ou alors, après, sur le Canvas, c'est différent. L'idée, c'est que quand je clique sur une note, 10 secondes, je sais ce que c'est. J'ai toutes les informations qu'il me faut dans ma note. Pareil, le style, c'est une technique à apprendre, c'est réussir à mettre en exergue ce qu'on a envie de transmettre comme information.
c'est pas évident. J'ai mis beaucoup de temps à savoir distiller un truc parce que quand je sauvegardais un bout d'article, je suis très, j'aime bien écrire. Là, taper au clavier, je suis presque érotique avec mon clavier. Taper là. Et quand je prends mes notes, j'ai envie de faire plaisir. J'ai envie de taper des longues phrases, exprimer mon amour, parce que je suis en train de traiter. Je vais faire des notes comme ça pour juste dire, faut pas que j'oublie de faire ça en CSS. C'est vraiment, ça, c'est le truc. Et en fait, quand j'ai écrit un poème, je fais des haïkus, je suis très content de ma note, sauf qu'en fait, ça sert à rien, il n'y a aucune information qui est transmise. Et ça, c'est très difficile. Et pareil, il faut se faire mal un peu mentalement et se dire, OK, l'information est là, ça, je le supprime, il faut se forcer à supprimer que les elle est là. Est-ce que est-ce qu'il y a du versionning? Non. Alors, il peut y avoir du versionning. Obsidian a un plugin pour ça. Notion fait de l'historisation. Je ne sais pas s'il le fait dans la version gratuite, mais il permet de le faire en tout cas. Trouver toutes les versions de la note qu'on a fait. Et sur plugin, sur Obsidian, c'est un plugin qui permet de faire du versionning avec GitHub, synchronisé avec un repository. Pareil, à chaque fois Obsidian propose des alternatives gratuites et un peu plus techniques. Est-ce que alors, je sais pas si ça vient après, si c'est à la place. Moi, je sais que j'ai entendu à peu près la même chose, l'idée de Steven Bright, avec des mecs qui font ça en représentation mentale. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent dans leur tête un immense entrepôt. C'est le palais mental. Vas-y. S'imagine un immense entrepôt avec plein d'armoires, plein de tiroirs, des salles, des machins. Et ils disent, bah, ok, bah, je cherche tel info, hop, je sais que porte, troisième porte à gauche au fond du couloir, deuxième étage, et hop, je sais que tiroir en bas à gauche, hop, elle est là. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Alors ça, c'est pas le second brain, c'est le palais mental. C'est un autre sujet qui est totalement différent. Pour parler rapidement, le palais mental, c'est une méthodologie de gestion de la mémoire de travail. Quand vous avez une idée, quelque chose à vous souvenir et que vous avez peur de vous oublier, pensez à essayer d'avoir une pièce dans votre tête, une maison dans votre tête, avec une pièce qui correspond à cette idée. Par exemple, si vous avez un véhicule, une voiture à entretenir et que vous devez changer les pneus, pensez à votre voiture, et dites tout, ok, là je dois changer les pneus ils vont dans le coffre de la voiture. Vous, si vous prenez vraiment le temps de vous concentrer là-dessus au moment où vous rangez cette information, normalement votre mémoire de travail fait que dans 3 jours, quand vous allez monter dans votre voiture, vous allez ouvrir le coffre de la voiture et dire, ah oui, merde, c'est vrai que je change mes pneus. C'est une méthode, c'est pas une méthode d'organisation de notes, c'est une méthode de travail de la mémoire. Merci.